Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène en République démocratique du Congo, où nous allons parler de la réaction britannique en réponse aux multiples violations de droits de l'homme et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il faut savoir que David Lammy, le ministre britannique des Affaires étrangères, a fait une annonce hier, à savoir qu'il gelait la totalité des aides britanniques vers le Rwanda à compter d'hier, quoi. Donc, en représailles au fait que, selon eux, le Rwanda continue de soutenir le mouvement M23 qui s'est emparé notamment d'une large bande de territoire congolais. Mais eux, ils se sont bien installés. Hein. Les enfants, ils ont même dit aux enfants de repartir à l'école, de reprendre leur vie normale. C'est bon, c'est eux qui gèrent. Oui, à Bukavu, ils ont même nommé un gouverneur. Oui, ils ont nommé un gouverneur de la province. Donc, ils veulent montrer qu'ils sont en capacité d'administrer ces deux villes-là. Et donc, tout ça a bien entendu suscité un énorme émoi au Congo. Et donc, il faut savoir que l'aide britannique ainsi suspendue, c'est quand même près d'$1 milliard qui va manquer dans les caisses du budget rwandais. Et David Lammy a également fait savoir, par le biais d'un communiqué, que l'Angleterre se réservait le droit de prendre des sanctions, d'autres sanctions contre le Rwanda, y compris contre certaines personnalités qui, selon leurs yeux, pourraient avoir un rôle dans le processus de déstabilisation de la République démocratique du Congo qui a lieu actuellement à l'est de ce pays-là. Et donc, ça augure déjà ça montre pour les autorités congolaises, pour Kinshasa, que, si tu veux, l'offensive diplomatique qu'ils mènent depuis des mois, tout azimut, pour essayer d'obtenir de la part de la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda, commence à porter leurs fruits. Donc, il est clair qu'avec cet engagement britannique-là, d'autres pays européens seront obligés de le faire. Il faut aussi savoir que la semaine dernière, le Parlement européen a voté une résolution demandant à la Commission européenne également de geler toutes les aides de l'Union européenne vers le Rwanda. C'est à peu près 40 millions d'euros. Ces aides-là qui étaient accordées dans le cadre de l'aide bilatérale entre le Rwanda et l'Union européenne vont être donc gelées. Et donc ça aussi, c'est un autre train de sanctions qui viennent déjà s'appuyer sur le Rwanda. Il est clair que en mettant en avant des sanctions pécuniaires et, je l'espère, des sanctions contre certaines personnalités qui ont joué un rôle ou qui continuent de jouer un rôle dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, cela pourrait évidemment pousser Kigali à revoir sa stratégie dans la région et surtout à essayer de retirer ses billes. Mais pour l'instant, on en est encore très loin. Il faut toujours continuer d'accentuer cette pression-là pour ramener la paix et la stabilité et permettre notamment au gouvernement congolais de recouvrer la totalité de la souveraineté de son territoire. Dans le même temps, il faut savoir que Karim Khan, le procureur spécial de la Cour pénale internationale, est arrivé hier à Kinshasa. Il est venu dans le cadre d'une enquête qu'il entend lancer concernant les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés notamment dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Après avoir été reçu par les plus hautes autorités congolaises, dont le président Félix Tshisekedi, il a donc lancé un appel à témoins pour évidemment témoigner contre toutes les exactions qui auraient été commises dans cette région-là. Il faut savoir qu'en près de 3 semaines de combat, près de 7000 personnes ont été tuées. On estime qu'à peu près une centaine de milliers de Congolais ont été déplacés à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc, depuis lors, il faut savoir qu'il y a encore 2500 personnes qui sont non identifiées. 3000 d'entre eux ont été enterrés dans des fosses communes sans avoir pu bénéficier d'une sépulture digne. Donc, tout ça fait que actuellement, les populations du Kivu, que ce soit du nord ou du sud Kivu, sont encore terriblement affectées par ces violences-là. Surtout que la criminalité, ou si tu veux, la violence est véritablement installée, notamment à Bukavu et à Goma, pour 2 raisons. La première, c'est que les forces armées congolaises
ont quitté le lieu en abandonnant sur place beaucoup d'arsenal, beaucoup d'armes. Et donc ces armes-là ont en partie été récupérées par les populations et les bandes criminelles qui sont dans la région. Et cela a entraîné une hausse de la criminalité avec la multiplication des cambriolages, la multiplication des pillages, ou même où on a vu même des entrepôts de l'aide humanitaire qui étaient stockés, notamment dans la ville de Bukavu, avoir été pillés par des groupes, par des groupes de bandits. Et donc, c'est cette insécurité-là qui aussi vient exaspérer la population. C'est ce qui explique l'espèce de campagne de communication qu'a faite le M23 au courant du week-end écoulé en demandant à partir d'avant-hier aux élèves de repartir à l'école et que la ville de Bukavu puisse reprendre un semblant de fonctionnement normal. Et donc, c'est dans ce contexte-là, mais pour ce qui concerne véritablement la présence du procureur spécial de la CPI, d'un point de vue diplomatique, c'est quelque chose qui est accueilli avec beaucoup de joie par les autorités congolaises parce que ça va permettre de documenter davantage toutes les exactions commises par les groupes armés, notamment ceux qui sont soutenus par le Rwanda, à savoir le M23 et d'autres petits groupes armés, et permettre aussi également de conforter si tu veux, la position diplomatique congolaise qui est que le Rwanda est le principal instigateur de la déstabilisation de son territoire et que donc par conséquent, et le M23 qui est pour le proxy de Kigali et Kigali doivent être tenus pour responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans cette région. Sauf que, au regard aussi de l'actualité récente, il faut bien comprendre que de mon point de vue, je suis assez sceptique sur la capacité maintenant de la CPI à pouvoir sanctionner des États, puisqu'on voit très bien que la CPI, au cours des mois écoulés, n'a pas été capable de faire plier certains États pour les obliger à respecter le droit international qu'ils demandent maintenant aux États africains de respecter. Je prendrais pour exemple les États-Unis et Israël. Il ne faut pas oublier que, et même plus loin encore la Russie, il ne faut pas oublier que dernièrement, Karim Khan avait lancé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, l'ancien ministre israélien de la Défense, et les forces armées américaines. Les forces armées américaines étaient poursuivies. Enfin, il avait décidé de diligenter une enquête contre les forces armées américaines, notamment pour leur rôle durant les 20 années d'occupation de l'Afghanistan. Il a lancé un mandat d'arrêt contre Yoav Gallant et Benjamin Netanyahou est bien entendu un responsable du Hamas pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur Gaza et également sur Israël. Malheureusement pour lui, ces mandats d'arrêt n'ont jamais fait l'objet de la moindre application. Et pire, la CPI, au moment où je parle, est sous sanction américaine. Un certain nombre de responsables de la Cour pénale internationale sont frappés par des sanctions américaines. Et tous les enquêteurs de la Cour pénale internationale ont interdiction de se rendre aux États-Unis ou dans tout territoire placé sous juridiction américaine. Donc on voit bien que concernant certains États, et c'est ce qu'on a toujours reproché à cette Cour pénale internationale qui, en dépit du fait qu'un certain nombre de pays n'aient pas ratifié le statut de Rome, mais qu'elle ait quand même décidé de s'autosaisir ou de poursuivre ces États-là devant ces juridictions, n'a fait que renforcer le sentiment que, effectivement, même en matière de justice internationale, il y a une justice à deux vitesses. Il y a une justice pour les pays faibles, ceux qui n'ont pas un système judiciaire assez fort pour leur permettre de véritablement administrer même la justice. Et donc, ceux-là sont obligés de s'appuyer sur la Cour pénale internationale. Et il y a d'autres pays qui sont des pays forts, des pays puissants, qui, eux, n'hésitent pas à violer le droit international, qui est censé être, dont l'application est censée être veillée par la Cour pénale internationale. Et cette Cour pénale internationale est totalement impuissante et totalement incapable de pouvoir agir contre elle. C'est la raison pour laquelle on voit que la plupart des poursuites et des condamnations, des poursuites qui ont abouti à des procès et qui ont abouti à des condamnations par la justice internationale concernent principalement les pays africains. Et on a eu quelques Européens, notamment les anciens leaders de la guerre de Yougoslavie, Radovan Karadzic et Vlatko Mladic, ces deux leaders serbes-là qui étaient responsables du massacre de Srebrenica en 1999. Donc, on voit qu'en dehors de cela, la plupart, le reste des personnalités qui ont été traduites
devant la justice de la Cour pénale internationale, sont des personnalités, on va dire, de seconde. Donc tu penses que les menaces envers le Rwanda, là, c'est de la poudre de perlimpinpin? Non, je pense que ça ne pourra pas aboutir. Pourquoi? Parce que le Rwanda est parfaitement conscient qu'il continue encore de bénéficier de puissants soutiens à l'étranger, à l'international. Donc de ce point de vue-là, et en plus, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Union africaine, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les organisations régionales, on l'a vu dernièrement avec le sommet conjoint de la SADC et celui de l'Organisation des pays du Grand Lac, où on n'a même pas été capable de sanctionner ou de nommément citer le Rwanda comme étant le responsable de la déstabilisation en cours à l'est de la République démocratique du Congo, montre que si déjà ces organisations régionales et continentales sont incapables de faire fléchir un petit pays par sa superficie, par sa démographie qu'est le Rwanda, je crains que des organisations qui ont encore été affaiblies par certaines grandes puissances comme la Cour pénale internationale ne soient pas en meilleure capacité de pouvoir faire mieux que ces organisations régionales et continentales-là. Donc, de mon point de vue, le Rwanda ne va pas être affecté par par le procureur spécial de la CPI, puisque le Rwanda ne va absolument pas coopérer avec elle dans le cadre de l'entraide judiciaire ou dans le cadre des enquêtes qui vont être lancées en vue de permettre la manifestation de la vérité et de traquer les coupables ou les auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, parce que évidemment cela n'y est pas dans son intérêt. Et donc on voit bien que là en réalité, la Cour pénale internationale pourrait tenter par cet exercice-là d'essayer de redorer son blason en essayant de dire qu'elle reste encore en capacité de pouvoir agir sur le terrain et pouvoir amener à certaines parties à fléchir. Mais je rappelle aussi que dans le même temps, Karim Khan ne s'est toujours pas encore autosaisi des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui sont commis juste à côté, au Soudan, où depuis 3 ans, il y a une guerre quasiment fratricide entre l'armée régulière soudanaise et les forces de soutien rapide. Donc on voit bien qu'il y a encore là une forme d'action sélective de la part de la CPI qui, de mon point de vue, ne va pas renforcer le climat de confiance que les citoyens de ces pays-là pourraient avoir envers elle, étant donné évidemment que les nombreuses sanctions et les nombreuses critiques dont elle fait l'objet ne la rendent plus en capacité de pouvoir faire appliquer le droit international sur toute l'étendue de la planète. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va en publicité, on va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.